Système nerveux, donc je vous traite sa place par rapport au système endocrinien, ça ne va pas prendre longtemps. Les cellules du système nerveux, le système nerveux central, le système nerveux périphérique, le neurovégétatif et sa vascularisation. Puis ensuite, assez rapidement, le système endocrinien. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, ils servent à essayer de maintenir l'homéostasie de l'organisme. Donc, par le système endocrinien, grâce à la sécrétion d'hormones, les hormones, ce sont des protéines donc, qui vont être sécrétées dans le sang. Ce sang va aller les emmener un peu partout et elles vont pouvoir agir sur les organes sur lesquels elles doivent agir. Ça peut être absolument n'importe où dans l'organisme. Elles ont une action lente, mais évidemment plus soutenue, par opposition au système nerveux, qui lui travaille par le biais de l'influx nerveux. L'intervention est très rapide, mais ça dure beaucoup moins longtemps à chaque fois. Alors, le mode d'action du système nerveux. Le système nerveux central, on l'a vu, il reçoit les informations du milieu intérieur ou du milieu extérieur. C'est ce qui va lui permettre, enfin, il va donc intégrer l'information, l'analyser, voir comment il réagit, il décide de quelque chose, et il va ainsi ordonner aux organes internes ou aux muscles leur comportement. C'est ce qui va permettre de modifier donc soit le milieu intérieur, soit la réaction à l'environnement. Vous me suivez? Si je ne suis pas clair, vous dites. Grâce à ces modifications ici, là, le système nerveux va être informé et va savoir s'il faut qu'il continue ici à agir ou s'il a corrigé le problème. J'ai froid, j'analyse l'information, ça vient du milieu extérieur, je peux même avoir refroidi un peu le milieu intérieur. J'intègre, j'analyse, je prends la décision qu'il faut que je contracte un certain nombre de muscles pour augmenter la fabrication de chaleur. Ici, ça modifie donc le milieu intérieur. C'est suffisant, j'arrête. C'est pas suffisant, ben je continue, j'attaque la phase d'après. Les grandes divisions du système nerveux. Donc vous avez le cerveau, enfin le système nerveux central en fait, qui comprend l'encéphale et la moelle épinière. Ça, c'est ce qui est central quand on parle d'accident. Par différence avec quand on parle des accidents, quand on parle des accidents neurologiques de décompression de type central, en fait, ça concerne que ce qui est là-haut. Alors que les accidents périphériques, ça concerne la moelle. Mais en anat, ça s'appelle autrement. Donc le système nerveux central, c'est celui-là, par opposition au système nerveux périphérique, qui comprend les nerfs. Les nerfs crâniens, le nerf optique notamment, il y en a 12 paires, eux font partie du système nerveux périphérique. Donc ce système nerveux central, il transmet les influx nerveux, donc c'est le courant électrique dont on parlait un peu tout à l'heure. Il va analyser les données qu'il reçoit, lui, de l'extérieur. Alors que le système nerveux périphérique, il transmet, lui, les influx vers les organes ou les structures de l'organisme. Ces deux systèmes, et puis, voilà, donc le système de coordination du corps, il fonctionne comme ça. Et vous avez en plus le système nerveux autonome ou système neurovégétatif qui comprend les systèmes sympathiques et parasympathiques et qui, lui, régule les fonctions vitales de l'organisme. La respiration, le cœur, surtout. D'accord? Pour les grandes divisions. Alors, ce système nerveux, il est constitué de cellules nerveuses. La cellule, c'est la plus petite la plus petite unité qui nous intéresse. Il n'y a que 10% de neurones. Les neurones, c'est les constituants des nerfs. Tout le reste, c'est des cellules qui constituent, qu'on appelle les cellules gliales, qui constituent les cellules de soutien de l'ensemble. Les cellules qui vont permettre de nourrir ces neurones. D'accord? Alors, les neurones, eux, ils ne se reproduisent pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est embêtant, quand ils sont détruits, c'est pour toujours. Quand on a un accident vasculaire cérébral, s'il est relativement important, que les cellules sont détruites, la paralysie ne reviendra pas, ne passera pas. Par contre, ils vivent très longtemps. C'est de la chance. Les cellules nerveuses sont excitables. Donc elles sont excitées à un endroit et l'influx nerveux va aller se propager le long de la cellule pour aller ailleurs. Et elles ont un métabolisme ici très important. Elles représentent que 5% du poids du corps, mais ça consomme 20% d'énergie totale consommée par l'organisme.
Bon, il faut avoir des cellules nerveuses, bien sûr, pour ça. Non, je plaisante. Les neurones, donc en fait, ils sont constitués d'un corps cellulaire ici, et puis de prolongements. Donc de prolongements qui sont très nombreux. Il y en a un plus grand que les autres. C'est en général plus grand que les autres, c'est l'axone. Et l'influx nerveux passe des petits prolongements qu'on appelle les dendrites vers le corps cellulaire pour aller vers l'axone. C'est toujours dans ce sens-là. Voilà, le corps cellulaire contient le noyau. Voilà. Donc cet axone, il est tout seul, hein, il n'y en a qu'un comme ça. Alors que des dendrites, il y en a plein. Et tout ça, ça peut se ramifier à tous ces bouts-là, au bout de tous ces prolongements. Bon, voilà, pour exemple, pour montrer comment ça peut être ramifié, ça fait beaucoup de choses. On effacera. Alors, les cellules nerveuses, les neurones, en fait, sont conducteurs de courant. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Ça se propage toujours dans le même sens. Voilà, le cerveau, la moelle, donc je vous l'ai dit, ça consomme beaucoup d'oxygène. Quand il n'y a plus d'oxygène dans l'organisme, très rapidement, ces cellules vont mourir. C'est ce que ça veut dire ici, que c'est très sensible à l'hypoxie. Pour améliorer l'apport d'oxygène permanent, c'est évidemment richement vascularisé. On le verra un petit peu à la fin. Oui. Eh ben, il faut qu'il soit dans l'autre sens. Pour communiquer l'information de l'extérieur vers le cerveau, les récepteurs sont articulés avec les dendrites, avec les prolongements courts, et l'axone, qui est le plus long, va remonter pour aller se connecter sur d'autres dendrites plus haut, vers le cerveau. Alors que c'est le contraire dans l'autre sens, quand ça va donner des ordres. Oui, il y a dans deux sens seulement. Ouais. On va revenir dessus de toute façon, hein, mais voilà. La synapse, c'est justement la jonction entre le bout de l'extrémité et puis l'organe qui est derrière. Ça peut être soit un autre neurone, soit un muscle, soit une glande. Voilà, c'est ce qui est écrit. L'activation de la synapse, donc, elle va conduire soit à l'excitation de la cellule qui est juste après, soit elle va au contraire l'inhiber. Elle peut faire les deux. Vous excitez, votre cerveau, il décide qu'il ne faut pas bouger le bras. Donc vous allez transmettre l'information. Le neurone, le neurone va faire en sorte que les muscles restent sans bouger. Donc ils vont inhiber la contraction musculaire. Des synapses, il y en a énormément. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, il y en a beaucoup. Et puis en plus, les possibilités de connexion peuvent un petit peu se modifier. C'est ce qui permet, quand une cellule est morte, un neurone mort, enfin une zone morte, de pouvoir récupérer un petit peu de la fonction grâce aux cellules qui sont autour. C'est ce qu'on appelle la plasticité du système nerveux. Donc ça se fait par la rééducation notamment. Il faut réapprendre à des cellules qui ne fonctionnaient pas à fonctionner, à la place de celles qui sont mortes. Mais celles qui sont mortes ne reviennent pas. Ici, il y a des voies de recherche quand même là-dessus. Hein. Il y a possibilité de faire des choses. Pour l'instant, il faut quand même garder à l'esprit que ça ne revient pas. De toute façon, pour l'instant, ça ne revient pas. Hein. Voilà. Alors, c'était la réponse à la question qui venait d'être posée. Hein, la transmission, elle se fait toujours dans le même sens. Soit directement, soit par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les neuromédiateurs. Hein, c'est des médiateurs neurologiques. En fait, c'est des substances en fait, qui vont se balader dans la synapse, pour simplifier. Il existe donc deux sortes de nerfs. Les nerfs moteurs qui transmettent depuis le cerveau jusqu'aux muscles, et les nerfs sensitifs qui vont plutôt de l'extérieur, de la peau par exemple, jusque vers le cerveau. Alors une petite animation. J'espère que ça marche. Alors, vous allez avoir ça. Vous ne l'avez pas eu encore, ça. Hein. Alors, voilà. Juste pour parler de la synapse, on reviendra dessus après. Ici, vous avez la synapse. C'est joli, hein. Voilà. Donc, vous avez les neurones. Bon, là, on vous en a représenté 3 axones ici, 2 neurones ici et un principal ici, avec la synapse qui va vers un organe ici. Voilà, les canaux, tout ça. Merci, Yann.
Voilà, donc ça, les canaux, tout ça, c'est pas très important pour vous. J'appuie sur le point A, hein. C'est ce que je vais essayer de faire. Ah bah si, là, on voit pas, je ne cache pas. Donc ici, voilà, vous voyez le déplacement de ici de l'influx. C'est un influx qui est faible, il ne se passe rien derrière. Donc j'appuie sur le point B, je vais avoir plusieurs axones qui vont décharger, plusieurs neurones qui vont décharger, ce qui va permettre à cette cellule ici d'être excitée. Et donc de pouvoir après transmettre l'influx nerveux jusqu'au bout et avoir la réaction synaptique qui nous intéresse. Je recommence. Voilà. C'est très joli. Si j'ai une seule excitation, mais plus importante, ça peut marcher aussi. Je vous le refais ? Non, on s'en fout des... Vous n'avez pas à savoir les contenus ici, là, hein, ça, c'est pas important. Voilà, c'est pour vous montrer comment ça marche. Donc je reviens à mon truc. C'est les neuromédiateurs dont je parlais. Hein, après, c'est plus compliqué que ce que je vous ai dit, hein, mais c'est pas à savoir ça. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne, que vous ayez l'image pour pouvoir en parler correctement. Alors, je vous ai parlé des neurones. Il y a un autre type de cellules qu'on appelle les cellules gliales. On ne va pas rentrer dans les noms parce que c'est compliqué. Elles assurent les fonctions de nutrition et d'excrétion des neurones pour une part. Et puis d'autres entourent, c'est celles qui vont nous intéresser. D'autres entourent les neurones, les axones, en fait, d'une succession de ce qu'on appelle la gaine de myéline, dont vous avez peut-être entendu parler. Cette gaine, donc c'est un corps gras, en tout cas on l'assimile à ça. Et puis elle sert surtout à accélérer la transmission de l'influx nerveux. Je vous montrerai après pourquoi, comment. Par contre, ça pose un problème. Si, quand il y a trop d'azote, comme c'est un corps gras, l'azote a tendance à y aller. En tout cas, c'est une des explications qu'on donne. Tu me diras si c'est pas suffisant. Voilà, donc ça provoque des phénomènes parasites par compression cellulaire. Il y a plus d'azote, il y a plus ça comprime. Et puis par ralentissement des échanges nerveux. J'arrête là. Donc pour vous représenter comment c'est, le neurone ici, le corps cellulaire, donc le corps cellulaire ici, le neurone avec son axone ici, et la gaine de myéline, ça se présente un peu comme ça. D'accord ? Je reviens. Comment ? C'est les nœuds de Ranvier, on appelle ça, oui. Ici, là. Chaque fois, ici, là, les étranglements, on appelle ça des nœuds de Ranvier. Non, c'est juste un nom descriptif. Le type qui a trouvé ça, il s'appelait Ranvier. Et il a appelé ça comme ça, il a mis son nom. Non, pas systématiquement, non. Merci Yann. Alors là, c'était pour vous parler, voilà, pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais ici stimuler ici un axone sans gaine de myéline. Vous suivez le passage de l'influx nerveux. Je ne recommence pas celui-là, c'est bon. Et ici avec gaine de myéline. Ah, je recommence. Vous êtes prêts ? Voilà, ça va vite, hein. Ça sert aussi d'isolant, enfin je ne sais pas, mais en tout cas on dit que l'influx nerveux en fait saute d'un nœud à l'autre. Alors que là-bas, il fait tout le transport. Oui, ça existe, oui. Voilà. Bon, les cellules de soutien, régulation de la composition du milieu cérébral, les cellules mortes qui vont être nettoyées, la gaine de myéline, donc on a vu tout à l'heure. Et voilà, les cellules gliales, contrairement aux neurones, elles peuvent se reproduire. Donc voilà, vous en aurez sur le truc. Sur le diaporama, je vous ai représenté ça. Enfin, j'ai piqué ça au même type de tout à l'heure, l'aval. Je trouvais que c'était bien. Voilà, donc le système nerveux, on a vu les neurones. Donc l'autre partie, c'est la division donc, du système. Le système nerveux central. On a l'encéphale et la moelle épinière qui sont entourés des méninges. Les méninges, c'est des sacs. C'est rien d'autre. Donc il y a plusieurs sacs qui sont l'un dans l'autre. En fait, le cerveau à l'intérieur, l'encéphale et la moelle. Entre chaque sac, on trouve du liquide qu'on appelle le liquide céphalorachidien, qui a un rôle d'amortisseur.
Ça vous permet, quand vous bougez la tête brutalement, que ça tape pas trop fort. Et l'encéphale, lui, comprend 3 parties. Le cerveau, ici, c'est le truc là-haut. Le cervelet derrière qu'on a mis en rouge. Et le tout est fixé là, sur le tronc cérébral. On va revenir dessus un peu après. Hein. Et c'est relié, c'est le tronc cérébral ici, qui est relié à la partie supérieure de la moelle. Le cerveau, ce qui va nous intéresser, donc, c'est on a 2 hémisphères. Hein, je vous en avais parlé un peu au stage initial. Ils sont connectés. Alors, les 2 hémisphères, il y a une partie qui est en surface, qu'on appelle le cortex ou l'écorce, qui est pleine de replis, de circonvolutions, parce qu'il y a beaucoup de matière dans peu de place. Donc, c'est tassé. Hein. C'est connecté avec sur le tronc cérébral, en fait. Hein, vous avez un arbre et vous avez les hémisphères de chaque côté. Un demi-ballon de chaque côté. Et puis, il y a des échanges d'informations grâce à des gerbes d'expansion qui vont d'une zone à une autre. Donc, le cerveau communique avec lui-même. Ces gerbes d'expansion, elles vont se poursuivre par les neurones qui vont aller interagir avec les organes effecteurs. Si, c'est les neurones, ça. Ouais, c'est les neurones. Alors, les voies motrices et les voies sensitives, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça passe dans les 2 sens. Les voies motrices ici, à gauche, ça part du cortex là-haut. Hein, ça fait partie de gerbes d'expansion ici. Bon, ça peut se connecter avec d'autres neurones hein, sur la route là, pour aller communiquer avec d'autres zones du cerveau. Ça va descendre dans le tronc cérébral, dans la moelle, et à un endroit là-haut en haut, ça va croiser. Et ça va aller ici, innerver un organe, un muscle, là, c'est ce qui a été représenté, du côté opposé à l'hémisphère qui nous intéresse. Et sur le plan sensitif, on vous a représenté la peau, c'est dans l'autre sens que ça fonctionne. L'influx nerveux va partir de la peau pour remonter là-haut. Il va croiser à peu près au même endroit, ici, mais pas tout à fait, pour aller s'interconnecter avec une zone du cortex de l'hémisphère opposé. C'est intéressant à savoir pour savoir que si vous êtes paralysé du côté gauche, la lésion, elle est à droite. Voilà. Et vice-versa. On ne va pas rentrer dans les détails. Non, le cervelet, c'est une structure qui est appendue en fait un petit peu sur le tronc cérébral et qui va donner aussi des informations au cerveau, à la moelle, etc. Mais ça n'intervient pas là. Je ne sais plus comment ça croise exactement, ça croise. Après, c'est compliqué, hein, ce qui se passe sur le plan anatomique ici, il n'y a pas à savoir. Hein. Voilà, donc sur chaque hémisphère, il y a des zones spécialisées dans la vision, dans l'olfaction, voilà, dans l'audition, dans la parole, ce qui fait qu'en fonction des zones atteintes, on va avoir certains signes sensitifs qui vont apparaître. Et puis il y a des zones qui sont chargées, comme je vous disais, donc d'associer d'autres zones entre elles et de coordonner les choses. Voilà, le reste c'est ce que je vous disais. Ça je vous ai dit, donc je peux passer. Le cervelet, ben voilà, il coordonne en fait tout ce qui se passe. Il va coordonner les différents mouvements. Hein, il va permettre justement d'ajuster finement les informations qu'il va recevoir de l'ensemble du corps. Il y a dedans aussi des centres de l'équilibre. Quand le cervelet est atteint, vous avez la démarche typique de celui qui a bu un coup de trop, voire 2 coups de trop. Le tronc cérébral, c'est intéressant. Il est constitué de ce qu'on appelle les pédoncules et juste en dessous, le bulbe rachidien. Le bulbe, vous en avez tous entendu parler. Dedans, il y a des centres qui vont contrôler un certain nombre d'autres organes. Qui vont contrôler donc la fréquence respiratoire, la respiration, hein, c'est ce qu'on appelle les centres respiratoires, la régulation aussi de la température corporelle. Et donc, pour ça, pour pouvoir agir, elle va avoir des récepteurs dans ces bulbes qui vont contenir des chémorécepteurs, donc vous avez déjà entendu parler, qui vont pouvoir influencer la ventilation et la circulation. C'est juste une localisation du tronc cérébral. Je l'ai mis pour différencier du bulbe, quoi, parce que tout le monde parle du bulbe, mais c'est tout, il n'y a pas pour l'info. Voilà. Ah, ça marche mieux comme ça. Hein. Tout de suite, j'arrive mieux. Donc voilà, une représentation du cerveau avec des couleurs. Un hémisphère là-haut,
Ici, le cervelet, le tronc cérébral avec les pédoncules. Ici, le bulbe qui est juste là. Voilà. Vous avez, si vous vous souvenez, l'hypothalamus qui doit être par ici et l'hypophyse qui est juste là. La moelle épinière, donc, qui va descendre à la suite du tronc cérébral, protégée par les vertèbres dorsales, enfin cervicales, dorsales, lombaires, qui ne descend pas jusqu'en bas. Hein. Elle ne descend pas jusqu'au bas de la colonne vertébrale. Elle s'arrête un peu au-dessus. Et après, en dessous, c'est beaucoup de nerfs qui partent. Ce qu'on appelle la queue de cheval. Ça contient les centres des réflexes. Voilà, c'est ce que je disais. Et ça, les nerfs vont sortir de la colonne de la moelle par paire, en fait, et par étage. Donc, c'est ce qu'on verra après. Voilà, donc les nerfs contiennent les fibres nerveuses, ça, il n'y a pas de souci. Et le corps cellulaire, bon d'accord, soit dans un ganglion nerveux, ça c'est pas grave. J'ai un petit schéma ici que vous aurez aussi, ou peut-être que je vous l'ai déjà donné. Je me souviens pas. Vous l'avez eu ça? Alors, le système nerveux central, si vous cliquez dessus, vous avez donc la moelle et le cerveau, et l'encéphale. Le système nerveux périphérique. Bon, il y a du texte, hein, vous lirez chez vous. Voilà, si vous avez tout à la fois, très bien. Ça, c'est lequel? Le système nerveux somatique, avec du texte dessous. Le système nerveux végétatif, dont je vous ai parlé. Donc, il comprend le système sympathique. Et puis ici, voilà. Donc, vous avez du texte, vous verrez ça chez vous. Alors, quand vous avez des lésions au niveau de la moelle épinière, plus les lésions sont haut situées, plus c'est grave. Hein, puisque en fait les nerfs partent de différents niveaux de la moelle épinière pour aller toujours innerver ce qui se passe en dessous. Donc quand vous avez des lésions qui sont bas situées ici, c'est les jambes qui sont atteintes. Vous voyez que l'appareillage nécessaire pour réparer, c'est pas très très lourd. Si vous avez des lésions un peu plus haut, l'appareillage ici ne suffit plus. Bon, le fauteuil roulant peut servir. Si la lésion est assez haut située, vous voyez que c'est plus le même type d'appareil roulant qu'il vous faut. Et voilà, donc ça vous donne une idée, en fonction de la localisation d'un accident de décompression de type périphérique, pas le type de handicap que vous pouvez avoir. Donc le système neurovégétatif, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, juste pour vous dire que donc il y a un système sympathique et un parasympathique. C'est surtout ça qui nous intéresse. Les fibres musculaires lisses. Donc les fibres musculaires striées, c'est le muscle dit squelettique, c'est ce qui nous permet le mouvement du squelette. Voilà. Dans le reste de l'organisme, autour des vaisseaux, autour du tube digestif, il y a des fibres musculaires qu'on appelle lisses. C'est celles-là qui sont régulées par le système nerveux végétatif. Voilà. Donc, ces deux systèmes, ils vont avoir, en fait, c'était ça qui m'intéressait, le système sympathique, il va provoquer une augmentation de la fréquence cardiaque. Vous allez retrouver un petit peu l'adrénaline de tout à l'heure. Hein. Une augmentation de la force de la contraction cardiaque. Il va entraîner une vasoconstriction, et par contre, il va diminuer la motilité digestive, le transit. Il va entraîner une bronchodilatation, la piloérection et la sudation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça... Le sympathique, ici, il est mis en jeu en cas de stress, comme on l'a vu. Le système parasympathique, il va avoir l'effet un petit peu inverse. Il va diminuer la fréquence cardiaque. Donc, quand vous vous entraînez en endurance pendant longtemps, vous augmentez son influence sur le cœur. Vous avez un cœur qui bat plus lentement. Il ne joue pas sur la vasoconstriction, sur la vasomotricité. C'est-à-dire que le sympathique ferme les vaisseaux pour avoir une vasodilatation, pour ouvrir les vaisseaux. Il n'y a plus d'action du sympathique, c'est tout. Oui, je peux répéter. Pour entraîner une vasoconstriction, pour fermer les vaisseaux, c'est le sympathique qui va stimuler. Quand il ne stimule plus, il n'y a plus de vasoconstriction, les vaisseaux vont s'ouvrir tout seuls, sous l'influence en fait du sang qui est à l'intérieur. Il augmente la motilité digestive. Ça donne ce qu'on appelle des diarrhées motrices avant les examens, par exemple. Et puis il va refermer les bronches, plutôt. Voilà, c'est exactement ça.
Donc normalement, les deux systèmes s'équilibrent. Alors là, je vous ai dit que le système était très vascularisé. Au niveau de la moelle, on retrouve ici, donc là c'est l'aorte que vous voyez, avec sa crosse, ça redescend ici. Vous avez une artère ici, une autre là-haut, et là surtout beaucoup plus. D'accord? Puis après, ça va se diviser pour aller dans la moelle. Ici, bon, ce sont en fait, on voit bien que c'est plus fragile au niveau dorsal et lombaire qu'un petit peu plus haut. Puisque, voilà. Ici, il y a des suppléances qui peuvent avoir lieu, alors que là, c'est pas possible. Si vous coupez ici, il ne se passe plus rien. On voit bien sur une artériographie, donc ça c'est celle d'un de mes patients, ça va vers le cerveau. Là, on a la crosse aortique ici, le départ des carotides, et puis vous voyez ici, là, tout ça, ça communique. Voilà, donc ici, c'est les artères qui sont derrière. Là, il y en manque une, mais c'est normal. Voilà, c'est les artères qui sont derrière et puis qui vont communiquer avec les artères qui sont devant. D'accord pour le système nerveux? C'est clair? Pas de questions? Alors, système endocrinien, on va aller plus vite. Les hormones, je vous ai dit tout à l'heure, c'est des protéines, en fait, c'est des messagers qui sont transportés dans le sang via la circulation pour aller stimuler des glandes, des organes plutôt plus loin, ailleurs. Ça peut être des glandes, ça peut être d'autres organes, hein, d'autres structures. La libération de l'hormone dans le sang, c'est soit grâce à une autre hormone, soit grâce à un nerf, à une stimulation nerveuse, soit grâce à la variation de concentration dans le sang d'une substance. Par exemple, je prends la thyroïde, j'ai une substance, une hormone qui va venir stimuler la sécrétion de la thyroïde, qui va sécréter beaucoup d'hormones thyroïdiennes. Ces hormones thyroïdiennes, quand il y en a beaucoup, elles vont venir informer en fait, au niveau de l'hypothalamus qu'il y a beaucoup d'hormones thyroïdiennes, ce qui va permettre à l'hypothalamus d'arrêter de sécréter une hormone qui stimule l'hypophyse, qui stimule ensuite en dessous la thyroïde. D'accord ? Donc les hormones sont sécrétées, je viens de vous le dire, l'hypothalamus, il va sécréter des hormones qui vont réguler l'activité de l'hypophyse. L'hypophyse, elle va sécréter des hormones qui vont réguler d'autres glandes, comme la thyroïde dont je viens de vous parler, et qui va sécréter ce qu'on appelle l'antidiurétique hormone, dont on verra quand on traitera un petit peu des problèmes de la duresse d'immersion qu'elle intervient. La thyroïde, donc des hormones thyroïdiennes, sécrète des hormones thyroïdiennes qui agissent sur beaucoup d'organes effecteurs. Là, je vous en ai mis deux, trois, sur la régulation thermique, sur la croissance. Mais quand vous avez trop d'hormones thyroïdiennes dans le sang, vous avez la diarrhée, vous avez des tremblements, vous maigrissez. Voilà, vous avez le cœur qui s'accélère, donc vous avez des palpitations. Alors que quand il n'y en a pas assez, c'est exactement l'inverse. Vous êtes constipé, vous avez le cœur qui se ralentit, vous avez même le système nerveux qui fonctionne moins vite, vous prenez du poids. Voilà. Les parathyroïdes, donc ça s'appelle comme ça parce que c'est derrière la thyroïde. Hein, ça travaille juste sur le métabolisme phosphocalcique, donc phosphore et calcium. Ça intervient surtout au niveau osseux. Le pancréas, ça nous intéresse parce que ça sécrète les hormones qui vont réguler le taux de sucre dans le sang. Ces hormones, c'est lesquelles, vous savez? L'insuline, ouais, c'est celle que tout le monde connaît. Il y a le glucagon aussi, qui fait le contraire de l'insuline, dont on nous parlera tout à l'heure, Anne, sûrement. Les surrénales, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sécrète l'adrénaline. Et les testicules et les ovaires, ça sécrète les hormones sexuelles. Voilà, donc vous pouvez trouver ça comme genre de question intéressante sur le système nerveux.